Vous vous souvenez des 2 tours qu'on voit là? Quand nous sommes rentrés... Non, en fait, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens plus très bien. Juste peut-être le ponton, c'est ça? Quand vous êtes revenu à Maizuru, cela faisait combien de temps que vous n'aviez pas revu vos parents? 10, non, 11, 12 ans. Oui, 12 ans. 6, c'est ça. À peu près 6 ans, dont 2 comme militaire en Mandchourie. Et après, 4 ans en détention. Il y avait beaucoup d'Américains? Non, en arrivant, moi, je n'en ai pas vu. Non, pas un seul soldat américain. Mais on était déjà en 1956. L'histoire, la longue histoire du retour au Japon de ces anciens combattants qui répondent au nom de Shimoda, de Yamada, de Shinozuka, d'Imoto, a commencé en septembre 1945. Dès les premières semaines de l'occupation du Japon vaincu, le nouveau pouvoir américain fut confronté à un problème considérable. Le rapatriement de plus de 6 millions de militaires et de civils japonais qui attendaient de pouvoir rentrer chez eux maintenant que la guerre était finie. Ils étaient en Mandchourie, en Chine, aux Philippines, en Birmanie, dans tous ces territoires qui avaient été conquis, mis à feu et à sang, puis occupés par leurs armées. Il fallut plus de 10 ans pour les rapatrier. Ils débarquaient à Maizuru, à Uraga ou ici, à Otake, dans le sud du Japon, à moins de 50 km d'Hiroshima. Ceux qui rentraient ce jour-là, à Hiroshima, ne savaient rien du bombardement de leur ville, ni de l'état proche du chaos dans lequel se trouvait le Japon. Quant à ceux qui les accueillaient, ils ne savaient presque rien de la guerre en Chine ou ailleurs. Bien sûr, des rumeurs avaient circulé, rumeurs d'horreur, rumeurs de massacre. C'est au moment de ces retours que beaucoup de silences se forgèrent, s'épaissirent et se figèrent. Pour les soldats déclarés morts après les batailles perdues, les retours étaient encore plus difficiles. Shiro Shimoda rentra chez lui en 1946, 2 ans après que ses parents aient appris son décès. On nous disait « Ne rentrez pas à la nuit. Vous êtes mort à la guerre. Votre famille va penser que vous êtes un fantôme. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que vous rentriez chez vous la nuit. Expliquez votre situation au chef de gare et après, allez à la police. Passez la nuit au poste et ne rentrez chez vous que le lendemain. » Shimoda avait été déclaré mort à Saipan, dans le Pacifique, en juillet 1944. Pour ceux d'entre vous qui sont mariés, voilà notre conseil. Commencez par faire discrètement 5 à 6 fois le tour de votre maison. Vous avez changé, il est possible qu'on ne vous reconnaisse pas immédiatement. Si quelque chose vous fait croire que votre femme s'est remariée, revenez tout de suite au centre d'accueil. Vous savez, beaucoup d'hommes sont morts pendant la guerre, il y a donc beaucoup de femmes seules maintenant. Vous pourrez toujours vous remarier. Revenez au centre, on vous présentera quelqu'un. Des trains entiers étaient réservés aux rapatriés pour rejoindre les grandes villes. Les dates des retours étaient annoncées à la radio et dans les journaux. Enfin, il était recommandé aux familles d'utiliser des banderoles avec le nom de la personne attendue et celui de sa préfecture d'origine. Shimoda avait continué tout seul son chemin pour rejoindre son village de pêcheurs.
Au Japon, on n'exprime pas son émotion en se serrant dans les bras, par exemple. Mais ma mère était très heureuse et après toutes ces années de séparation, nous avons pu dormir côte à côte sur le tatami. L'un des problèmes que j'ai d'abord eu à résoudre était le fait que je ne pouvais pas recevoir de tickets pour les rations de riz, des médicaments ou quoi que ce soit, parce que mon nom avait été rayé de toutes les listes. Tout était rationné à ce moment-là. Alors, je suis allé à la préfecture, et c'est là qu'on m'a donné un document, un certificat qui prouvait que j'étais bien vivant. Son nom avait été rayé à l'état civil dans un même geste que celui d'environ 25 000 autres combattants. Pendant la guerre, le retour des cendres des plus hauts gradés faisait souvent l'objet de reportages montrés dans les salles de cinéma. Les parents des soldats déclarés morts étaient invités à venir chercher à Tokyo les urnes funéraires de leurs enfants. C'était toujours dans une boîte comme ça que l'on mettait les ossements brûlés. Une boîte de taille standard. On l'enveloppait dans un tissu blanc pour l'attacher autour du cou et on la rapportait comme ça à la maison. Celle qui avait été donnée à mon frère, il avait remarqué qu'en la secouant un peu, il y avait quelque chose qui ballottait dedans. Alors il s'était demandé ce qu'elle contenait. Il voulait la rapporter vite à la maison pour voir les cendres de son frère aîné. Quand il l'a ouverte, tout ce qu'il y avait dedans, c'était une tablette sur laquelle mon nom était inscrit. C'était tout. Dès mon retour, je suis allé au temple pour voir le prêtre. J'ai remarqué qu'il était vraiment embarrassé. C'était à cause de l'importante somme d'argent qui lui avait été donnée pour faire un service religieux, mais surtout pour qu'il me soit attribué un nouveau nom, un nom bouddhique, pour après ma mort. Vous savez, mon père était quelqu'un de particulièrement économe, mais en de telles circonstances, il avait décidé de dépenser sans compter. En tout, 250 yens. C'était beaucoup. Il avait reçu un peu d'aide de plusieurs ministères, mais c'était plutôt des dons symboliques. Pas grand-chose par rapport à ce qu'il avait dépensé pour la mémoire de son fils. L'inquiétude du prêtre fut vite dissipée. Aucun remboursement ne lui fut demandé. De tous les jeunes du village partis à la guerre, Shimoda était le seul survivant. Son premier travail consista à aller vendre du poisson à Osaka. C'est là qu'il découvrit combien son pays souffrait encore de la faim. Il apprit aussi que les Américains, que l'on ne voyait pas beaucoup, avaient organisé des élections et même donné le droit de vote aux femmes, et que le général MacArthur, le nouveau maître du pays, s'était fait prendre en photo avec l'empereur Hirohito, sans même porter de cravate. L'image avait grandement frappé les esprits. C'est exactement ce que MacArthur voulait. MacArthur connaissait le Japon depuis près de 40 ans. Vue par les soldats américains, l'occupation avait très bien commencé, sans la moindre résistance, sans réaction d'hostilité, sans effusion de sang. Les effectifs avaient été rapidement réduits. Pour ceux qui étaient en charge de cette occupation, il s'agissait de reprendre le fil interrompu pendant 4 ans de guerre, de relations étroites entre les deux pays, mais aussi de régler des comptes, de punir. Tous les matins, plusieurs des plus hauts responsables politiques et militaires des années de guerre étaient amenés à Tokyo pour être jugés par un tribunal international. 7 d'entre eux, dont l'ancien premier ministre Tojo et le général Matsui, le responsable des massacres de Nankin, allaient être condamnés à la pendaison. Mais par volonté américaine, l'empereur Hirohito ne fut pas inquiété. Sa responsabilité ne fut jamais mise en cause. Alors ces procès furent mal compris et très peu suivis par les Japonais. Et puis, les préoccupations étaient ailleurs. Manger, trouver un toit, retrouver ceux qui étaient retenus à l'étranger. Fait prisonnier en août 1945 en Mandchourie, Minoru Yamada avait été envoyé dans un camp de travail en Sibérie. Il fut parmi les premiers à être libéré par les Soviétiques
au printemps 1947. Moi, j'avais eu le droit de rentrer parce que, dans mon camp, j'avais très bien suivi les enseignements du socialisme. J'avais été le seul de mon unité à être autorisé à partir. On m'avait sorti de mon groupe et envoyé rejoindre d'autres prisonniers libérés comme moi. Au début de l'année 1947, quelques 2 millions de Japonais étaient encore retenus en URSS. La plupart étaient utilisés pour remplacer la main-d'œuvre décimée par la guerre et lors des purges staliniennes. Les manifestations devant l'ambassade étaient fréquentes et les sentiments exacerbés par le silence des autorités soviétiques. À bord, des marins m'avaient dit qu'à l'embarquement, il était arrivé que des soldats libérés comme moi se sentent tellement bien qu'ils avaient commencé à médire sur le dos des soviétiques. Résultat, ils avaient été sortis de force du bateau et renvoyés au fin fond de la Sibérie. Ça nous avait fait tellement peur qu'on était tous restés bien calmes, bien sages. 1 à 2 heures après le départ, quand on était déjà loin des côtes, le capitaine avait fait une annonce. Maintenant que nous sommes en haute mer, vous pouvez parler librement. À partir de là, on était libre de faire et de dire tout ce qu'on voulait. J'oublierai jamais ça. C'était très émouvant de se sentir enfin libre, vraiment libre. Pour accueillir les rapatriés du RSS, de Chine du Nord ou de Corée, un immense centre de transit avait été ouvert sur la côte septentrionale du Japon, tout près de la ville de Maizuru. Les rapatriés arrivaient par groupe de 1000 à 2000 personnes, rarement en plus grand nombre. Du bateau, ce que j'avais d'abord vu, c'était des femmes et des enfants qui agitaient des drapeaux pour nous accueillir. Jusque-là, avec le lavage de cerveau qu'on avait subi chez les soviétiques, on croyait que toutes les femmes et les enfants avaient été tués. Vous imaginez le choc après tout ce qu'on nous avait fait croire? On se disait, mais alors, les femmes et les enfants sont toujours en vie? À peine arrivé, on est passé à la désinfection, de la tête aux pieds. On nous passait au DDT, puis on avait droit à un bain et à des vêtements propres, des vêtements tout neufs. Les vieux étaient lavés. Et qu'est-ce qu'on vous donnait à manger? Comment dire, ça faisait vraiment du bien de pouvoir manger du riz japonais. C'était la première fois depuis plus de 2 ans que je mangeais du riz. Ça, on en a profité. C'était vraiment bon. Nous nous demandions tous dans quel état nous allions retrouver nos villes, nos régions d'origine. Et ça nous inquiétait beaucoup. Dans mon groupe, certains venaient du nord-est, d'autres de plus au sud, à Kyushu. J'étais le seul à venir d'Okinawa, mais nous avons appris qu'Okinawa avait été complètement dévasté par la guerre. Alors j'ai pris la décision d'aller à Tokyo, chez mon frère aîné. Mais Yamada ne pouvait pas se douter que des bombardements incendiaires américains avaient réduit 80% de la capitale à l'état de cendres. Près de 70 autres grandes villes avaient subi le même sort. Je me souviens qu'il y avait une carte de la région de Tokyo sur laquelle on pouvait voir toutes les zones qui étaient détruites. Alors je m'étais demandé si mon oncle et mon grand frère étaient encore en vie. Routine pour le personnel médical du centre de transit.
Dans mon groupe, j'étais le seul à aller jusqu'à Tokyo. Plus on approchait, et plus j'étais inquiet. Je suis allé jusqu'à la station de Meguro, puisque c'était là que j'espérais retrouver mon grand frère. Quand je suis descendu du train, à peine sur le quai, j'ai entendu une annonce par haut-parleur qui disait quelque chose comme ça. « Mesdames et messieurs, je vous demanderai de réserver un accueil chaleureux aux rapatriés descendus du train. » Quand j'ai entendu ça, j'ai éprouvé une joie intense. Pour moi, cela voulait dire que malgré tout ce qui avait pu se passer, le Japon existait toujours. Un accueil comme ça, c'est vraiment quelque chose qui vous touche. Yamada avait été étudiant à Tokyo. Il retrouvait une ville méconnaissable, avec des quartiers entiers disparus, effacés. Une capitale avec des bandes d'enfants errants qui dormaient dans les rues. Les environs du palais impérial n'avaient pas été touchés par les bombardements, mais le Tokyo de Yamada n'existait plus. Les destructions datant de la guerre étaient encore bien visibles. Et partout, on pouvait voir des petits commerces improvisés sous des tentes. Peu de temps après mon arrivée, je suis allé à Shinjuku et dans d'autres quartiers de la ville. Et j'ai vu qu'il y avait du marché noir. Partout, on pouvait acheter ou vendre. Certains commerces s'étaient installés juste sous des bâches. C'est là que j'ai vu d'anciens soldats rapatriés. Ils portaient encore leurs vieux uniformes. Ils venaient chercher quelque chose à se mettre sous la dent. C'était encore une période où trouver de quoi se nourrir était pour tout le monde un problème quotidien. Partout dans Tokyo, il y avait de grands espaces vides, utilisés comme potagers, où les gens faisaient pousser ce qu'ils pouvaient. Ce sont des grains de maïs qu'ils ramassent après le passage d'un camion. Shigeishi Nagano, qui était alors jeune reporter photographe, n'a pas oublié ces années de disette. À ce moment-là, je ne sais pas si je devrais dire des choses comme ça, mais soyons clairs. Avoir faim, être vraiment sous-alimenté, c'était courant. Je dirais même que c'était notre lot quotidien. J'ai souffert de malnutrition, oui. J'en ai souffert. Toute la vie tournait autour de ce problème. On était comme obnubilés par ce problème. Les rations de nourriture ne suffisaient pas pour vivre. Alors les gens vendaient tout ce qu'ils avaient. Kimonos, bijoux, même des choses qu'ils avaient gardées depuis des générations. Avec cet argent, ils achetaient illégalement au marché noir de quoi manger. Du marché noir, il y en avait partout et dans toutes les villes. La police intervenait fréquemment. En 1946, les produits de base se payaient jusqu'à 30 à 40 fois le prix officiel. Jusqu'au début des années 50, la malnutrition dont toutes les couches de la population souffraient eut des conséquences désastreuses sur l'économie du pays. Il y avait un juge qui avait pris la ferme décision de ne pas s'abaisser à faire ça, de ne compter que sur les rations alimentaires pour survivre. Résultat, il est mort de faim. C'est une histoire qui a marqué les mémoires de ces années-là. En 3 ans d'occupation, Tokyo a pris des visages bien différents. À l'opposé de l'ambiance souterraine de la gare de Ueno,
où des petits truands trouvent des jeunes femmes pour les prostituer dans les bars à Jiae, il y a le luxe paisible des avenues du quartier de Ginza. À Ginza, personne ne s'étonne plus de voir ces Américains qui viennent acheter souvenirs et donuts dans leur PX, leur magasin réservé. Situé à 2 pas des jardins du palais impérial, Ginza avait été épargné lors des bombardements. Il était logique que ce fût là que MacArthur installa son grand quartier général. Une véritable armée d'experts de tous bords politiques, recrutés pour faire du Japon un nouveau modèle américain de démocratie. Tous les matins, à la même heure, dans la même voiture, conduite par le même chauffeur, MacArthur quittait sa résidence à l'ambassade et empruntait le même chemin pour rejoindre ses bureaux. L'avenue Sakurada le conduisait jusqu'au jardin de l'empereur, qu'il longeait ensuite par la droite, avant de tourner à gauche, pour s'arrêter devant le bâtiment depuis lequel il dirigeait le pays. Les Japonais surnommèrent l'immeuble Daiichi, c'est-à-dire numéro 1. Pendant 7 ans, MacArthur dirigea ce pays de 70 millions d'habitants sans jamais le visiter, sans même sortir de Tokyo. 6 jours par semaine, MacArthur allait et venait entre son domicile et le centre de contrôle du pays. La distance parcourue entre les 2 lieux était d'1,5 km. Pour beaucoup de Japonais, le chef suprême et invisible des armées d'occupation, celui par qui la paix était revenue, celui par qui les femmes pouvaient voter et divorcer, celui qui avait encouragé la création des syndicats et donné au Parti communiste le droit de citer, devint une véritable figure de légende. Dans le vent de liberté qui souffla ces premières années, le cinéma japonais offrit son premier baiser sur grand écran, et un nombre impressionnant de livres étrangers, jusqu'alors censurés, furent édités. Les retours continuaient. C'était à la gare de Ueno qu'il y avait le plus grand nombre de passages. Certains décidaient de rester là. La capitale attirait aussi beaucoup de sans-emploi. Les longs couloirs souterrains de la gare étaient devenus un gigantesque dortoir pour les sans-abri. À la gare de Ueno et tout autour de cette gare, il y avait beaucoup de sans-abri comme eux. J'étais un peu hésitant. Je n'osais pas trop m'approcher d'eux pour les prendre en photo. Mais ils n'avaient pas vraiment l'air... Comment dire ça? Ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Je me souviens surtout d'un couple. Oui, ce couple, quand il m'a vu prendre des photos, il m'a appelé. « Allez, fiston, approche donc. Te gêne pas pour nous prendre en photo. » Voilà. C'est comme ça que j'ai fait ce reportage. Même si ces gens-là vivaient dans des conditions vraiment difficiles, ils ne s'en plaignaient pas. Ils ne se plaignaient pas de leur sort. Ils n'étaient pas pessimistes. Ils se rendaient bien compte que cela n'avait rien de comparable à ce qu'ils avaient enduré pendant la guerre. En fait, ils nourrissaient beaucoup d'espoir pour le futur. À partir de 1949, à Maizuru, l'accueil changea de style. Des directives du quartier général de MacArthur imposèrent un contrôle sévère des rapatriés de l'URSS et de la Chine. La crainte n'était plus celle des risques épidémiques, mais celle d'une infiltration par des rapatriés endoctrinés. De retour après 4 ans de captivité dans l'ouest sibérien, Imoto était convaincu que seul le communisme pouvait sauver son pays. Vous voyez, il posait des questions à tous les rapatriés pour savoir d'où ils venaient, par où et avec qui, etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient peu à peu à trouver ceux d'entre nous qui, là-bas, étions devenus des militants. À mon avis, parmi ces gens qui nous interrogeaient, il y avait certainement d'anciens officiers du renseignement.
Ils m'ont dit, toi, tu aurais mieux fait de ne pas revenir. Je leur ai répondu, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je rentre chez moi? Et qui êtes-vous pour dire des choses pareilles, hein? Je me disais que si j'avais été obligé d'attendre encore pour rentrer au pays, je serais passé à côté de grands événements. C'était ça le sentiment que j'éprouvais. Mais quand je suis rentré, j'ai vite compris que la réalité était bien différente et que les changements révolutionnaires auxquels j'aspirais, eh bien, ils n'étaient pas vraiment près d'arriver. L'année 1949 fut marquée par de fréquents incidents avec des rapatriés. Certains allaient jusqu'à chanter les louanges du communisme dans les gares de passage. Moi qui revenais des grandes plaines sibériennes, le Japon me faisait penser à des petits décors de maquettes. Je trouvais ça magnifique, la traversée de toute cette variété de paysages. Parce qu'en Sibérie, c'était toujours plat et morne. C'était toujours la même chose. Ici, c'était tellement différent. Je suis d'abord rentré à Miyazaki, ma ville natale. Mais très vite, je suis parti pour Tokyo. À partir de là, je n'ai pas arrêté de changer d'adresse. C'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu ma trace. En tout cas, c'est pour ça que je n'ai pas été inquiété ou convoqué par les gens de MacArthur. En revanche, je peux vous dire que plusieurs de mes camarades ont été interrogés au grand quartier général. The communists here are not strong, but they are noisy. They have tried to undermine Japan's security by promoting hatred of Americans. Their campaign has harvested violence, bitter demonstrations of mob passion whose purpose was to drive a wedge between the Japanese and American peoples. À la maison, ils étaient surpris de voir que moi, qui avant la guerre était un amateur de judo avec des idées bien à droite, moi qui étais un fervent défenseur du système impérial, je suis rentré en ayant fait idéologiquement un véritable 180 degrés. Alors, chez moi, ils ont trouvé que je ferais mieux de ne pas trop parler dans le voisinage, de ne pas trop afficher mes nouvelles idées. Au Japon, l'heure était aux purges rouges, imposée depuis peu et énergiquement par Washington. L'heure était aussi au bannissement des syndicats, à la suppression du droit de grève, et Washington voulut même que le Japon se réarme. Mais devant l'ampleur des mouvements sociaux et sous l'influence du gouvernement japonais, les autorités d'occupation finirent par faire quelques pas en arrière. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que mon père avait écrit et fait circuler une lettre pour faire savoir qu'il désavouait son fils aîné. Mais à mon avis, il avait fait ça seulement pour la façade, disons pour ne pas avoir d'ennui. Parce que, en fait, quand je suis revenu à la maison, tout était comme avant. Et tout allait très bien entre nous. Vous voyez cette photo? À ce moment-là, j'avais la trentaine. Il m'avait dit que c'était l'âge que leur fils aurait eu. J'avais l'impression qu'ils vivaient dans un autre temps. Ils étaient totalement décalés de la réalité de notre société. Ils vivaient toujours dans le passé. Ils étaient dans le temps où leur fils était encore en vie.
C'était comme s'ils étaient encapsulés dans un passé qui s'éloignait vite. Je me souviens qu'à un moment donné, quand le père s'était levé, j'avais voulu l'aider en portant l'urne funéraire. Mais j'avais été surpris qu'elle soit aussi légère. À mon avis, il n'y avait pas de cendre dedans. Il n'y avait rien du tout. À vrai dire, il y avait beaucoup de gens comme eux. Tous ne faisaient pas ce genre de pèlerinage, mais il y avait beaucoup de gens qui gardaient les urnes de leurs enfants à la maison. Ils n'arrivaient pas à enterrer ce qui appartenait au passé. Cette vieille dame avait perdu toute sa famille dans le bombardement du 10 mars 1945. Je me souviens d'elle. Elle me racontait que tous ses enfants et petits-enfants étaient morts. Elle était la seule à avoir survécu. Et elle s'interrogeait sur le fait que c'était pas normal. Elle ne comprenait pas que ce soit elle qui ait survécu, alors que tous les jeunes de sa famille avaient été tués. Pour les rapatriés, la situation était très différente, selon qu'ils étaient de la ville ou de la campagne. Pour ceux de la campagne qui n'étaient pas des fils aînés, la situation était souvent dramatique. En tant que deuxième ou troisième fils, aucune terre ne leur revenait en héritage. Alors tout ce qui leur restait à faire, c'était de partir défricher des terres là-haut, dans le Kaïdo. Là-haut, c'est-à-dire dans ces régions peu habitées, que l'URSS ne cessait de convoiter depuis la fin de la guerre. Les autorités encourageaient ces initiatives. Pourtant, soyons francs, les inciter à partir s'installer là-bas, dans le nord, c'était plutôt les abandonner que de les aider. Sur un plan humain, c'était irresponsable. Pendant l'occupation, l'un des services du commandement de MacArthur produisait des films destinés à véhiculer les valeurs de l'Amérique jusqu'au plus profond des campagnes japonaises. Les thèmes qui revenaient le plus souvent étaient l'anticommunisme, la découverte de l'Amérique et surtout la modernisation du monde rural. Colin Vert raconte l'histoire de deux garçons. L'un vient de la ville, il est moderne et joyeux. C'est lui, Ishiro. Sachant que la région souffre d'un manque d'eau chronique, il propose de venir creuser des puits et d'installer des pompes à eau avec ses amis de l'association 4H. Sakuro, fils de paysan aux méthodes archaïques, aimerait participer au projet d'Ishiro. Sa sœur aussi souhaiterait qu'Ishiro puisse aider les villageois. Mais leur père refuse les propositions de l'association. Pourtant, sur les terres irriguées avec leur méthode, le riz pousse mieux qu'ailleurs. Des films comme Colin Vert participaient à ce qui fut l'un des projets les plus ambitieux des hommes de MacArthur, une réforme visant à une redistribution des terres pour que des paysans accèdent à la propriété. L'autre but était une modernisation des méthodes de culture. Deux grandes craintes animaient les réformateurs, la résurgence du militarisme et le risque de voir les ruraux attirés par les idées du socialisme ou du communisme.
しくっちゃ借金の方にいっそこいつを売っ払うつもりだ。それに餌も足りねえし。ダメよ、取っちゃったらもう少しの我慢よ。一郎さんたちがやったように畑に井戸を掘れば牛に食べさせる作物も心配なく作れてよ。そうなれば父の出も良くなって借金も少しずつなら返していけるわ。ねえ、作田。嘘だと思うなら一緒に来てよ。À la fin du film, le père accepte les méthodes modernes de l'association et connaît enfin une vie plus confortable. D'où cette scène de petit déjeuner où la famille, toute réunie, écoute avec attention le bulletin météorologique diffusé par la radio. Ces réformes foncières permirent à plus de la moitié des familles en milieu rural de devenir propriétaires de leurs fermes. Dans les campagnes, MacArthur a laissé la mémoire d'un libérateur. À partir de 1951, les rapatriements étaient beaucoup plus rares, plus imprévisibles. Pour ceux qui attendaient, la meilleure source d'information demeurait l'émission de radio Personne manquante, avec ses 2 programmes quotidiens. L'émission fut prolongée jusqu'en 1962. Dans ces années-là, parmi ceux qui étaient nés comme moi à Okinawa et qui voulaient retourner chez eux, la plupart sont revenus à la maison sans être autorisés, c'est-à-dire sans papier, sans passeport. J'ai réussi à en obtenir un et donc à revenir à Okinawa sans tricher. Mais quand j'ai interrogé mes amis, presque tous m'ont dit qu'ils étaient revenus chez eux sans autorisation, en se cachant. Chargé par ses frères d'aller à Okinawa pour savoir ce que leur maison de famille était devenue, Yamada prit le bateau à Kagoshima pour rejoindre le lointain archipel. C'est à Okinawa qu'avait eu lieu la dernière et la plus meurtrière des batailles dans le Pacifique. Naha, la capitale, était rasée par les bulldozers et l'archipel se transformait en base aéronavale américaine. MacArthur avait déclaré « Notre contrôle de ces îles est essentiel à la défense des régions à l'ouest du Pacifique. Si nous n'assurons pas ce contrôle, c'est un désastre militaire qui nous guette. » Okinawa ne fut restitué au Japon qu'en 1972. À Okinawa, j'ai ouvert un magasin et je me suis mis à vendre des appareils photographiques. Comme j'avais des soldats américains comme clients, je ne disais pas un mot sur mes années passées en Sibérie. Jusqu'à ce que Okinawa soit rendu au Japon, je n'ai jamais raconté que j'avais passé du temps en Sibérie. À personne. Le 1er janvier 1951, le peuple de Tokyo fut convié à venir présenter ses vœux de bonne année à son empereur. Le bruit courait que l'occupation touchait à sa fin et que le Japon allait bientôt recouvrer sa souveraineté. Cette année, Hirohito offrit à son peuple plusieurs poèmes de sa composition, dont celui-ci. Conifère courageux, qui garde sa couleur et supporte la neige qui s'amoncelle, sachons tous lui ressembler.
Cette neige supportée, amoncelée, c'était pour la grande majorité des Japonais les mémoires d'horreur de la guerre, les millions de vies perdues pour rien, la faim et un très profond sentiment d'avoir été des victimes. Victimes d'une justice de vainqueurs, victimes des bombardements tels que ceux de Hiroshima, de Nagasaki. Les années d'occupation n'aidèrent pas les Japonais à accepter leur passé. Ces années furent même source de confusion, de brouillage de pistes, comme le montre cette commémoration américaine du bombardement d'Hiroshima au mois d'août 1951. The Atomic Bomb Casualty Commission continues its work. The Peace Tower marks almost the exact spot of the blast. These hideous scars are reminders of that day 6 years ago when Hiroshima became the first target in a new warfare. Today, the work of rebuilding a city almost blasted out of existence goes on feverishly. With the willing hands of all, a new and modern Hiroshima rises from the ashes in which the lives of 78,000 were snuffed out in 2 cataclysmic seconds. Already, almost 2/3 of the city has been rebuilt with the help of those who were once foes. As the bell in the Peace Tower tolls at the exact moment of the blast, and the memory of the dead brings a halt to all activity. In the moment of awful remembrance, members of all faiths join to mourn. There are many here who survived that day, and they come now to weep and pray for those who perished, and to burn incense according to the ancient Shinto ritual. But it's only a pause for grief and memory, for the rebirth of Hiroshima is a huge undertaking, and already its 20th century business district has supplanted the flimsy structures that were once leveled by the bomb. So Hiroshima rises again out of the destruction that carved its name forever in the history of the atomic age. Dans ces années-là, les Américains n'aimaient pas qu'on s'intéresse de trop près à tout ce qui se rapportait aux effets de la bombe atomique. D'un autre côté, il me semble assez évident que les journalistes eux-mêmes évitaient d'aborder des sujets aussi sensibles que le problème d'Hiroshima. Nagano dut attendre 1952, l'année de l'indépendance du Japon, pour faire son premier reportage à Hiroshima, une ville par laquelle il était passé pour la dernière fois 2 jours seulement avant le bombardement atomique. Ces jeunes chrétiennes, en réunion dans une église, acceptèrent qu'il les photographie, mais à distance. Quelques jours après avoir pris cette photo du groupe, je faisais des courses dans une petite boutique. Et je suis tombé nez à nez avec une femme qui s'est cachée dès qu'elle m'a vu. C'était une des femmes qui avait posé sur la photo. Comme elle n'avait aucune cicatrice visible sur son visage, je pense qu'elle ne voulait pas que je risque de révéler qu'elle était une des victimes de la bombe. Parmi les rapatriés qui avaient été les témoins ou qui avaient commis des exactions pendant les 15 années de guerre d'invasion, bien rares furent ceux qui brisèrent le silence, comme Yoshio Shinozuka. Shinozuka osa même élever dans les jardins de ce temple une stèle à la mémoire des victimes de son unité. Emprisonné pendant plus de 10 ans en Chine, Shinozuka ne fut rapatrié à Maizuru qu'en 1956. Son père était venu l'accueillir. Oui, mon père était là. Ça faisait de longues années qu'on ne s'était pas vus. Alors bien sûr, c'est de cette longue absence que nous avons d'abord parlé. Je pense que mon père voulait d'abord me féliciter d'avoir survécu. Quand je suis arrivé à Maizuru, j'étais très surpris de voir que tout le monde portait des vêtements avec des couleurs. La rue était tellement plus gaie, plus vivante qu'avant. Ça n'avait rien à voir avec les années de guerre. En Mandchourie, Shinozuka avait été affecté dans un régiment qui produisait et testait sur des prisonniers des armes biologiques et chimiques, l'unité 731. Par les lettres que j'avais pu envoyer, mon père savait clairement que j'avais été interné comme criminel de guerre. Alors avec mes parents, à quoi bon revenir là-dessus ?
Ce n'est ni auprès des siens, ni auprès de son village que Shinozuka trouva le soutien nécessaire pour élever cette stèle. Mais l'hospitalité accordée par le prêtre en charge du temple lui fut précieuse. Dans cette unité, beaucoup de gens étaient comme moi, originaires de la préfecture de Chiba. Quand je suis arrivé à la gare, nous avons été accueillis avec des bannières sur lesquelles était inscrit « Unité 731 ». On m'avait dit d'aller voir l'ancien dirigeant Shiroishi pour lui faire un rapport à l'occasion de mon retour. Mais je n'étais plus sous ses ordres, alors j'avais refusé. De retour au Japon dès 1945, Ishii avait rencontré des Américains, mais n'avait pas été inquiété. Shinozuka refusa catégoriquement de lui rendre visite. C'est pour ça que les gens s'étaient mis à dire que j'avais eu le cerveau lavé et que je n'étais pas dans un état normal. Mais finalement, ils ont décidé de me laisser tranquille. Avec d'autres repentis, Shinozuka a fait fabriquer ses figurines, ses reproductions fidèles des tenues, des gestes et des instruments utilisés pour des séances de vivisection. Shinozuka s'attira encore plus les foudres de ceux qui avaient décidé de taire les crimes de l'unité 731. Quand on vous a dit que vous aviez subi un lavage de cerveau en Chine, qu'avez-vous répondu? J'ai répondu oui, effectivement, j'ai eu le cerveau lavé. Pour eux, l'expression lavage de cerveau était utilisée dans un sens négatif. Pour moi, c'était le contraire. C'est grâce à cela que je suis redevenu un être humain. Ça ne m'a pas du tout offusqué que l'on me dise ça. Il me semble même qu'il est très juste de dire que j'ai eu la tête bien lavée. Je n'étais plus comme avant. Je n'entretenais plus des idées pures et dures de militaires conquérants. Si vous considérez que j'ai eu le cerveau lavé, eh bien allez-y, ne vous gênez pas. Voilà ce que je leur disais. L'idée me plaisait plutôt. L'important, c'est que, grâce à ça, je suis redevenu un homme. Cela m'a permis de retrouver le sens de nos valeurs. Après 1957, à Maizuru ou ailleurs, il n'y aura plus de retour prévu. Ni de civils, ni d'anciens soldats. Les installations, pontons, tours avec messages de bienvenue, panneaux d'affichage, bâtiments d'accueil ont disparu. En revanche, l'histoire de l'un des derniers groupes libérés des camps sibériens restera longtemps gravée dans les mémoires japonaises. 4 ans avant leur libération, plusieurs hommes avaient appris par cœur un long message, écrit avant de mourir par un des leurs. Ce message, long de 4500 mots, était destiné aux enfants, à l'épouse et à la mère de leurs camarades. Ils l'avaient appris par cœur pour que les autorités du camp ou celles qui occupaient le Japon ne risquent pas de l'intercepter. Chacun en avait choisi un extrait, et même, par sécurité, une part d'un autre extrait. Avec le temps, le message a été intégralement restitué à la famille. Le passage qui était destiné à la mère de leurs camarades se terminait ainsi. « Mère, je sais combien tu as attendu mon retour. Si seulement j'avais pu te revoir une seule fois avant de mourir. C'est avant toi que je vais quitter ce monde et je t'en demande humblement pardon. Toi, qui depuis 10 longues années n'as cessé d'attendre le jour de mon retour. »
Tokyo, Osaka, Naha, Hiroshima, Nagasaki, Nagoya. Au fil du temps, toutes ces villes ont été reconstruites. Il n'y a plus de traces du passé. Il y a des silences, partout des silences. 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais sont toujours en proie à des souvenirs douloureux et ne parviennent pas à surmonter le conflit interne qui les tourmente. Ils sont partagés entre leur responsabilité nationale pour les crimes commis par leurs armées et une impression très vive d'avoir été manipulés et même massacrés par un Occident qui les fascinait.